Mouah. Bonjour. On va direct à Bzou. Je suis détruit. Je suis complètement... Ah mince. Ah si c'est bon. Je suis détruit. J'étais en conférence sur les poules hier. Je pense que je suis pas le seul à être détruit parce que je l'ai faite un petit peu plus longue que celle que j'avais fait à la Veggie Parade qui faisait 1 heure. Je me suis dit bon allez j'ai du temps, je vais y aller un peu plus. Je crois qu'elle a fait plus de 2 heures. Donc bah, s'il y a des gens qui y étaient, je m'excuse. C'était peut-être un peu excessif comme dirait. Donc j'ai rien eu le temps de réviser. Je vous cache pas que là je suis un petit peu dans le poté. Donc on va le faire de mémoire. Il faudra pas hésiter à vérifier ce que je vais raconter. Bon, normalement c'est des trucs que je connais, donc ça devrait aller. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer Absu aussi. Puisque la dernière fois c'était bien cool, on a avancé plus que j'aurais cru. Et on était coincé au niveau qu'on voit là en l'occurrence. Donc je vais juste en sortir une seconde pour mettre la fenêtre comme il faut. Non. Vas-y, encore un effort. Voilà, très bien. Ok. Alors, en plus, c'est intéressant parce que les trucs dont on a parlé la dernière fois... Ah, je me souviens plus des commandes. Ouais, c'est un truc comme ça. Les trucs dont on a parlé la dernière fois, on avait croisé dès le début du jeu des mérous et des murènes, et c'est précisément par eux qu'on va commencer. Si, ouais, d'accord. Commence bien. Mince, comment on interagit? Ah oui, c'est comme ça. Ok, alors... Un icône qui représente mon petit bonhomme. Il semble dire qu'il y a une boule dedans. Le triangle, ça doit être celui dans lequel on se trouve là. Ça ressemble au triangle d'alarme. Il y a également une boule. Je sais pas, je peux faire quelque chose avec la boule? Qu'est-ce que... Ok, moi... Avec une petite boule. Ok, c'est pas ultra limpide, je commence à me souvenir de pourquoi je m'étais arrêté là la dernière fois. Très bien, très bien. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Ah, je vais bien sortir de là pour pouvoir discuter un peu quand même. Non, ça va vite être redondant. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a une porte. Non. Ça sent le corridor qui va pas m'apporter grand chose. Salut Joseph. Ah, il y a un trou. Est-ce que ça serait pas le trou par lequel on est arrivé? Non, c'est pas le trou par lequel on est arrivé. Que se passe-t-il, mes amis? Pourquoi il y a un trou ici? Enfin, j'espère que c'est pas le trou par lequel on est arrivé. Je suis peut-être en train de rebrousser le chemin, je m'excuse si c'est le cas. Non. Si là il y a un angle à droite, c'est qu'on repousse le chemin. Non. Oh! Ah! Je vais peut-être faire demi-tour du coup. Ah mais si, mais c'est l'entrée ça, c'est le truc qu'on a traversé pour revenir, non? Il y en a qui se souviennent si c'était le... Ça ressemble bien au truc qu'on a traversé pour arriver, non? Ah non, pas du tout. Ok. Ok. Puis ils sont mobiles en plus, c'est con. Manifestement, il y a le truc jaune là-bas. Je suppose... Non, câlin, bisous. Câlin, gentil. Non! Ça m'apprendra à regarder le chat. Là, ça a pas l'air du... Non. Le truc est pas oxygène du tout. Vous me pardonnerez, j'attaquerai le sujet dès qu'on sera sorti de là parce que... Il faut de la concentration, on a bien compris, j'avais un peu du mal à faire deux trucs en même temps. On y arrive. Virage à droite, coup de frein à main. Ça va, ils sont moins sensibles que les anciens, ceux-là, il me semble. Ouais, donc il y avait effectivement l'option de passer tout en haut, il n'y en avait pas du tout. Non, on se calme. On se calme.
Et là, en fait, c'est pas une porte. Et allez, c'est une porte, hein, c'est une porte. C'est pas juste une lumière, hein, copain, hein. J'espère que je suis pas en train de finir un jeu, ça serait dommage. Ah, c'est... Ah mince, on trouve autre chose. Bah ouais, je sais pas. C'est là où on s'est arrêté la... Oh mon dieu. C'est là où on s'est arrêté la... la dernière fois. Juste le requin, il cherche vraiment la merde, quoi. Bah, si jamais on est en train de le finir, au pire, je relancerai Sea of Thieves et puis on parlera sur Sea of Thieves. Hein. J'ai jamais fini, donc je sais pas exactement à quoi ressemble la fin. Bon, non, on va sauver le requin, il a pas de mort dans ce jeu. En tout cas, l'armure, elle a ramassé, là. Qui, j'ai des palmes automatiques, cette classe. Ok, donc on a plus de poissons, en fait. Pour parler des poissons, c'est plus... C'est quoi, la lumière, là-bas? Ah, c'est des débris. D'abord, on va se servir de... Oh non, il y a le requin. Non, d'abord, on va soigner le requin, il bouge la queue. Bouche à bouche! Bouche à bouche, bouche à bouche. Allez, bisous. Bouche à bouche. Ah, laisse-moi mourir. Je suis trop con. Et c'est vrai qu'il est con. Un machin, il fonce dans... Non, il est con. Oh non, non. Moche. Bon, bah, arrache-lui l'aileron, au moins qu'on puisse se faire de l'argent. Bravo, exactement. C'est ces ampoules, c'est ces récepteurs ampulaires. Alors que s'il avait eu des récepteurs tubéreux, des morbiromastes, et bien à ce moment-là, il se serait rendu compte que c'était débile. Bon. Est-ce qu'il va se passer quelque chose où les gens ne meurent pas? Parce qu'à la base, c'était pas trop le deal. D'accord, c'est quoi le délire en fait? La fin, on sort de l'eau? Hop. À la fin, c'est Tomb Raider. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons. Même pas vous trouvez au moins un mérou ou une murène? J'essaie de plonger, mais j'y parviens pas en réalité. On peut peut-être plus à ce niveau-là du jeu. Ah si, on peut. Ah bah voilà. On a des poissons bizarres. My God! Coucou! Coucou! Ah bon, on va en profiter alors. On va rester. Trop fort! Ah, des petits encarnés, bonjour! Oh là là! Alors, bah justement, parlons bien. Parlons, alors j'aurais préféré avoir un récif pour pouvoir le démontrer. Alors, je vais vous parler d'un type... on parle des plantes, mais mon pauvre ami, je vais parler des plantes. Des plantes, c'est pas sentient. On va parler un peu justement de la chasse coopérative, surtout sur le cas qui a été le plus étudié, c'est celui du mérou et de la murène. Alors je crois que j'en parle pas dans mes vidéos sur la vidéo qui est sur YouTube, j'en parle en conférence, j'en parle dans la paupière des poissons, je sais plus si c'est dans les inédits. En fait, il y a eu une observation qui a été faite, alors notamment, puis il y a eu beaucoup d'études derrière, par Redouane Piari de l'université de Neuchâtel, donc c'est le même mec qui a travaillé sur les labres. Et en fait, il s'est aperçu que les mérous, donc c'était un des gros poissons qu'on avait vu au départ, chassaient avec les murènes. En fait, c'est un poisson qui chasse des petites proies qui ont tendance à aller se réfugier dans les récifs coralliens. Le cri du nénuphar. Qui va se cacher dans les récifs coralliens. Ah, je peux souffler sur le sable. Ah non, c'est mon mouvement de paille.
Et le problème, c'est que le mérou, c'est un énorme steak comme machin, donc ça rentre pas dans le récif corallien. Du coup, dès qu'il commence à chasser et qu'il y a que la proie se planque dans le récif corallien, il peut plus la récupérer. Là, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est que a priori, il a une connaissance de la localisation des différentes murènes dans le coin. Donc, il va se pointer, on va dire que ça, c'est une ante de murène, il va se pointer devant l'ante de la murène. Donc la murène, elle vit dans des crevasses. Et la murène, elle n'a pas d'intérêt à venir chasser avec lui, simplement parce que lui, il chasse de jour, elle chasse de nuit, et elle se démerde très bien toute seule. Mais on se rend compte que néanmoins, ils augmentent autant l'un que l'autre leur taux de réussite de chasse, leur nombre de proies consommées quand ils chassent ensemble. Alors comment ça se passe? Le mérou va se pointer devant la crevasse et il va faire une espèce de mouvement comme ça, une espèce de mouvement un peu grotesque, des grands mouvements de tête comme ça. Il a développé. Et a priori, c'est une communication visuelle, hein, c'est des mouvements de corps un peu excessifs qui ont vraiment été développés exclusivement pour communiquer avec les murènes. À ce moment-là, la murène, on va faire la murène, hop, moi je suis murène, je suis dans mon trou. Donc, autant vous dire que là je suis en train de dormir, j'ai absolument pas envie de me lever, en plus hier j'ai fait la fête, j'ai une gueule de bois comme c'est pas permis. Mais bon, le mérou, il me dit, écoute, viens, tout ça, j'ai de la dope, et c'est de la bonne. Bon, à ce moment-là, la murène va commencer à y aller. Et le mérou, donc maintenant nous sommes le mérou, va l'emmener jusqu'au récif. Disons que le récif, c'est ça. Sauf que la murène, elle aime bien les crevasses, genre vraiment à mort les crevasses. Du coup, si elle croise une crevasse entre-temps, bah, elle va aller se coucher dans la crevasse quand même. Ou alors, parce que les mérous sont pas forcément... La murène est festive. Ah bah la murène, c'est un oiseau de nuit. Ou alors... Oui, j'ai fait exprès. Ou alors, elle va carrément repartir ailleurs dans le mauvais sens. Donc à ce moment-là, bien entendu, ça exaspère notre mérou, donc notre mérou il est encore un récif là-bas, hop, voilà, je suis mérou. Donc il retourne chercher cette conne de murène qui est repartie dormir dans une crevasse, et il lui refait ses gros mouvements de tête dans tous les sens comme ça, pour lui dire, vraiment tu fais chier, arrive. Ensuite, ils vont se pointer vers le récif, et le mérou, donc, va se poster à l'extérieur, et il va faire le tour, un petit peu comme ça, en essayant de repérer les différentes sorties. La murène, elle, pendant ce temps-là, va se glisser dans les trous, dans les infractuosités, dans les crevasses, et le mérou espère qu'elle va pas s'y endormir, parce qu'encore une fois, ça arrive qu'elle s'endorme dedans. Encore une fois, on chasse de jour, elle, c'est un animal qui dort le jour, donc j'aime les crevasse, je dors le jour, c'est un petit peu comme si vous deviez partir faire les courses à 3h du matin et que vous mettez des lits tous les 2 mètres, quoi. En même temps, c'est compliqué de résister. Donc si jamais ça marche pas, le mérou revient, il refait ses mouvements de tête, machin, tout ça. Et donc la murène va rentrer à l'intérieur, va chasser la proie, et si elle arrive à récupérer la proie, eh bien elle la consomme en totalité pour elle-même. Et si la proie s'enfuit, le mérou arrive à... c'est le mérou qui la chope. Et puis il y a une troisième chance, c'est que la proie réussit à se barrer du côté où le mérou se trouve pas, et arrive à sauver ses miches. Oui, les miches des poissons, ouais. Ce qui... faut bien réaliser qu'un mérou, c'est un putain de monstre, donc le truc il nage extrêmement vite, c'est un nageur très très puissant, donc il y a de bonnes probabilités qu'il arrive quand même à récupérer la proie. Et il y a, je crois que c'est une autre espèce de mérou. Alors oui, déjà je termine avec celui-ci. Lui, non seulement il chasse avec des murènes, mais en plus ça arrive aussi qu'il appelle d'autres poissons, notamment des poissons Napoléon, qui sont des poissons avec des grandes dents à l'avant, tout le monde connaît quelqu'un comme ça. Avec des grandes dents à l'avant, et ces poissons Napoléon, eux, vont carrément casser le corail, il va casser les cachettes où se trouve éventuellement la proie. Donc c'est une autre façon de se battre. Et un truc qui a été de chasser. Et un truc qui a été super dingue et qui a été observé, c'est que manifestement il possède des signaux référentiels. C'est-à-dire quand le mérou trouve à manger, il trouve la proie, donc il va aller chercher la murène à l'endroit où elle se trouve, et ensuite il va se mettre à la verticale, comme je suis en train de faire, et pointer de la tête l'endroit où la proie est rentrée. Et il ne le fait que au niveau du trou où la proie est rentrée, ce qui veut dire que c'est pas une coïncidence. Il est vraiment en train d'indiquer concrètement où il faut aller chercher pour être sûr de tomber dessus. Et c'est assez impressionnant parce que ça renvoie vraiment à la présence d'une proie, peut-être même... donc il y a carrément un message intentionnel qui est posé du mérou vers l'autre individu, donc on a une réelle communication, c'est-à-dire que c'est pas je fais un message qui doit être pris par tout le monde, c'est j'envoie un message typiquement à mon partenaire. En plus, c'est intéressant parce que c'est quand même deux espèces profondément différentes, et quand on les voit nager, elles nagent côte à côte, quasiment en se touchant, même en se touchant carrément parfois. Et donc le mérou indique précisément l'endroit par lequel elle rentre, ce qui correspond à un mouvement de pointage. Et il n'y a pas beaucoup d'espèces qui font ça en fait. On le voit chez les corvidés, les chiens un peu. Les chiens ils comprennent surtout plus que le fer. Chez les primates, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans le réel animal en fait, et que ces mérous font.
Et une autre espèce de mérou qui a été observée à faire la même chose avec des pieuvres. C'est-à-dire qu'il fait une chasse coopérative avec les pieuvres, il a développé sa communication, il va chercher la pieuvre et il lui demande de chasser avec lui. Ce qui est super dingue. Et les chasses coopératives, en fait, n'ont pas été... Non, mais je veux que tu avances maintenant. Les chasses coopératives n'ont pas été énormément démontrées chez les poissons. La plupart du temps, ce sont des trucs assez... Ah mon dieu, je marche sur la terre. La plupart du temps, ce sont des trucs qui sont très rudimentaires. Genre... Alors, il y en a qui ont été observés, c'est des... Oh, je sais plus quelle espèce c'était. Mais... qui chassent presque avec des rôles. C'est-à-dire que vous allez avoir des rabatteurs qui vont pousser les proies vers une espèce de récif, et ensuite... des grenouilles. Et ensuite, les autres vont se mettre à toutes les sorties autour, pour les attendre à la sortie. Mais on n'a pas de preuve et d'indication qu'il y ait une communication vraiment claire, que chacun ait un rôle, comme on peut le voir chez certains félins, par exemple. C'est quoi ça? Ah, c'est une espèce... Donc chez les poissons, on a très peu en fait de chasses coopératives. On a celle dont je parlais la dernière fois sur les poissons électriques, mais c'est souvent des chasses de groupe. Parce que chez beaucoup d'espèces en fait qui vivent en groupe, le fait de vivre en groupe permet, un, d'améliorer sa sécurité, et puis deux, quand vous cherchez à manger, c'est pratique parce que vous pouvez bénéficier des trouvailles des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un trouve à manger, bah, vous êtes à côté, et vous allez pouvoir essayer de lui piquer à manger, ou... En tout cas, vous avez plus de chances que quelqu'un trouve à manger, et que tout le monde puisse en profiter. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'espèces qui vivent en groupe comme ça. C'est super. Mais j'ai pas envie d'être un piéton. Et bon, on plonge alors. Donc voilà, en fait, on n'a pas tant de choses que ça au niveau de la chasse coopérative. Il y a très peu de travaux qui ont été réalisés dessus. Et effectivement, la plupart du temps, il y a une vidéo récemment qui est venue montrer des requins qui chassent en groupe, mais je pense que c'est exactement la même chose. C'est plus ou moins un intérêt que si quelqu'un trouve quelque chose, les autres peuvent en bénéficier. Mais on n'a rien de démontré très clairement sur le fait qu'il y aurait des organisations comme on peut le trouver chez les félins. La plupart du temps, les animaux... Je crois qu'on n'a jamais montré qu'il y avait une... On n'a jamais montré qu'il existait un partage des tâches vraiment très marqué, et ni un partage des proies. On n'observe absolument pas de partage des proies chez la plupart des poissons, enfin même chez les poissons en général. Une fois qu'ils attrapent quelque chose, ils le mangent eux, quoi. Donc on n'a probablement pas ces questions-là. Après, encore une fois, il faut réaliser, on parle de le groupe de vertébrés qui a le plus de membres différents. Donc, et on peut tester très peu de choses. En réalité, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais la plupart des études sur les poissons sont extrêmement récentes pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas étudier avant, typiquement la communication sonore. Parce que comment vous faites pour savoir, quand les poissons sont dans leur milieu sauvage, qui a fait du bruit, dans quel moment il a fait du bruit. C'est très dur même de déterminer quel est le poisson, simplement quel est le poisson qui a produit le bruit. Ah, il faut que j'ouvre cette porte. Quel est le poisson qui... Ou alors c'est de l'autre côté, en fait, tout simplement. Non, c'est fermé. Donc de déterminer quel est le poisson qui a produit le bruit. Alors, parce que vous en avez plein, donc comment vous savez qui l'a fait? Donc souvent, ce qui se faisait, c'est que ça se faisait en laboratoire. On met les poissons en laboratoire et puis on teste les sons qu'ils font. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, ils sont plus vraiment en société. Et puis s'ils étaient en société... c'est pareil, ça devient vite le bordel. Et quand vous les mettez en aquarium, le son va réverbérer sur les parois, etc. etc. Donc c'est pas bon. Donc il a fallu attendre qu'on ait des hydrophones et du matériel assez valable qui finalement est assez récent. Donc tout ça, c'est tout un tas de découvertes qui sont récentes pour des questions totalement techniques en fait. 100% et purement techniques. Donc il y a peut-être des poissons qui partagent, enfin je veux dire des trucs comme on voit chez les labres nettoyeurs, il y a moyen que ça calme quoi. Donc probablement qu'en cherchant on trouvera des trucs plus dingues que ça, mais là pour l'instant, au niveau chasse coopérative, on a vraiment très peu de trucs. On a beaucoup de poissons qui ont cherché de la nourriture ensemble sans forcément chasser, par exemple des poissons herbivores, des trucs comme ça. Alors, tiens, si, il y a un truc qui est intéressant qui a été vu chez des poissons, des cigans, Ciganus, on appelle aussi des picots. Alors, eux, c'est des poissons qui sont herbivores. Donc on n'a pas affaire à de la chasse d'autres poissons. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des poissons qui vivent en paire.
Alors je dis en paire et pas en couple, parce qu'en couple, on imaginerait que ça peut être des relations amoureuses. Ce qui n'est pas le cas. On se rend compte que ça peut être des couples, mais c'est pas forcément des couples. Et chez ces poissons-là, quand ils vont manger à l'intérieur des récifs, et bien souvent ils vont avoir les yeux qui vont être masqués, ils vont pas pouvoir voir s'il y a un prédateur qui arrive. Et bien on se rend compte que dans ces situations-là, ce qui se passe, c'est que si jamais il y a, quand il y a leur collègue qui est à côté, eh bien leur collègue se met à monter la garde. Donc le premier poisson va rentrer, une tête de T-Rex, ça, non? C'est une tête de T-Rex, ça. Le poisson va donc rentrer à l'intérieur de la crevasse pour manger. Et pendant ça, l'autre va monter la garde et se mettre à un angle d'à peu près 45 degrés et observer ce qui se passe alentour. Mais on pourrait se dire, ok, il le fait, mais c'est pour être sûr que l'autre va être redevable et il va lui rendre l'appareil après, quoi. Donc on pourrait très bien se dire, une fois que... Ah merde, ça n'a pas enlevé le truc. Donc on pourrait très bien se dire, en fait, une fois que l'autre a fini de manger et que lui va manger, bah le premier, il n'a plus rien à y gagner, parce que lui, il a déjà mangé, il pourrait très bien se barrer et abandonner son pote. Mais c'est pas ce qui se passe. On a un enchaînement, un tour de rôle. Salut Gauthier. On a un enchaînement à tour de rôle qui s'organise et qui fait que les deux montent la garde et les deux protègent l'autre du couple. Ce qui est, pareil, ça fait partie des trucs assez exceptionnels, en fait, qu'on a noté chez ces poissons. Font partie de la famille des poissons lapins, en l'occurrence. Ok, ça n'a servi à rien ce que j'ai allumé. Ah, il y en a un autre là. Donc voilà, c'est assez court pour tout ce qui est chasse coopérative parce que, comme je le disais, on n'a pas grand chose. C'est pour ça que j'étais parti dans l'idée que on va aussi parler un petit peu de la vision dans les fonds marins. Je crois que je l'avais fait brièvement la dernière fois. J'avoue, je fais pas mal de choses ces derniers temps, donc je suis un peu largué sur ce que j'ai pu expliquer et ce que je n'ai pas expliqué. Si jamais je l'ai déjà expliqué... Oh, mais merde! Si jamais je l'ai déjà expliqué, n'hésitez pas à me dire. Attends, regardez ça. J'aimerais bien régler ce problème avant, quand même. Donc, première chose, au niveau des yeux des poissons... Regarde notre escalier. On a beaucoup de trucs assez barjots. Par exemple... Vous avez des poissons plats, type les flétans, les flettes, les turbos, les trucs comme ça. Les plats, typiquement, quand ils naissent comme des poissons normaux, avec une forme un peu d'ogive. Et tout va bien pour eux dans leur vie, peinard. Et puis un jour, arrive plus ou moins une espèce de puberté. Et c'est des poissons qui vont se mettre à partir de là à vivre à plat sur le sable. C'est-à-dire qu'ils vont descendre comme ça et ils vont vivre, tac, sur le côté. Donc si leurs yeux restaient exactement pareils, ils auraient un œil dans le sable en permanence. Donc autant vous dire que ça va vite commencer à gratter et à faire des infections. Et là ce qui se passe, c'est que ce poisson, en fait il va arriver à peu près à cette phase-là. Il y a une autre porte. Il a un œil, c'est la porte finale ça. Il a un œil qui va progressivement migrer de l'autre côté. C'est-à-dire que l'œil qui va être là va progressivement se déplacer et venir de l'autre côté. Si vous tapez flétan ou flette sur Google Images, enfin sur Google maintenant et que vous mettez images, vous allez voir les gueules de Picasso que ça leur fait. Mais le pire, c'est d'essayer d'imaginer ce qui va se passer pendant ce temps-là, quoi. C'est-à-dire pendant le moment où l'œil change de côté, mais dans la tête du truc. Ah mince! T'as eu un mauvais débit, Joseph? Et les autres, vous avez ce problème-là aussi? Parce que moi j'ai la fibre, normalement j'ai un débit qui est assez monstrueux. Donc, Et donc on a voilà, ces poissons qui ont les yeux qui changent complètement de position en arrivant à l'âge adulte. Ce qui est super malsain comme truc. Et vous en avez d'autres, pour eux c'est totalement normal, hein, certes, mais... Vous en avez d'autres, par exemple les poissons volants. Les poissons volants sont obligés de voir aussi bien dans l'air que dans l'eau. Parce que quand on dit les poissons volants, on imagine que c'est des poissons qui sautent et qui volent pas vraiment. Mais c'est faux, ils volent vraiment. C'est-à-dire que la création des premiers aéronefs doit beaucoup aux poissons, en l'occurrence aux poissons volants. Les exocètes ont été énormément étudiés. Oh l'arnaque, c'est ça.
ils ont été énormément étudiés pour la conception des premiers aéroplanes. En fait, on n'a quasiment aucune information sur ces poissons, à part... Non, c'était ça. À part la façon dont fonctionnent leurs ailes et la façon dont fonctionne leur envol. Et ça, on a des trucs de merde. On a des études super longues avec des calculs d'angle, de portance, de trucs comme ça, qui permettent de savoir exactement comment ils décollent, comment ils s'y prennent. Et depuis, il n'y a plus rien. Ça n'intéresse plus personne. Tout ce qui intéresse, c'est les conflits entre la Barbade, sur la consommation de ces poissons qui sont un plat régional, entre... merde, je sais plus les noms des îles. Enfin, en gros, voilà. Maintenant, le débat principal, c'est qui a le droit de pêche sur ces poissons-là, quoi. Et ben, eux, ils ont des yeux, des cornées pyramidales. C'est-à-dire quasiment tous les animaux ont des cornées sphériques. Et ben, eux ont des cornées pyramidales qui permettent d'avoir une bonne vision autant dans l'eau que dans l'air. Dans les autres adaptations à moitié dans l'eau que dans l'air, on a les anableps aussi, qui s'appellent en anglais les poissons à 4 yeux. C'est des poissons en fait qui ont des rétines divisées en deux. On va montrer ça. Ce sont des poissons qui vivent à la limite à la limite de l'eau comme ça, et du coup leurs yeux sont structurés comme ça. Ils sont divisés en deux, et vous avez une partie qui est adaptée à la vision à l'air libre, donc ils ont vraiment une rétine avec des cônes qui sont plus spécialisés dans le vert, si ma mémoire est bonne, pour voir au-dessus de la surface de l'eau. Vous voyez, là, pas pour rien qu'on les appelle les 4 yeux, quoi. Et en dessous, une deuxième rétine avec une deuxième fauvet, etc. Et qui, elle, a plus de cônes dans le bleu et qui est spécialisée pour la vision sous-marine. Ah mince. Bah, de toute façon, au pire des cas, Joseph, elle reste en vidéo à la demande. Hein, si jamais tu veux la voir plus tard, c'est pas un problème. Hein. Donc, tant que je suis là... J'aimerais bien pas avoir des photos de poissons morts en permanence. Là. Avec les poissons, on les prend photo que morts, quoi. C'est génial. Bon, bah, du coup, je peux pas l'avoir en plus gros. Mais voilà, quand on le voit un peu sur les dessins là, on voit bien que ce œil-là, il devrait pas trop être là, quoi. Et on a une rotation des yeux qui se produit à mesure avec les dents. On voit que c'est des gros bestiaux aussi. Yes. Tout comme Jean-Marie Le Pen, exactement. Alors, je vous demande juste un quart de seconde, je vais regarder ce que fait le chat, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Et je reviens, j'en ai pour un quart de centaine de secondes. Ouais, sinon je tourne juste la tête, elle est à côté de moi. Hop. Je rentre sur le câble. Tac. Donc ouais, on a ces poissons-là qui ont des vues du coup super cheloues. J'ai du mal à imaginer ce que peut voir un anableps. Je sais pas s'ils ont fait les tests. Est-ce qu'ils gèrent toutes les informations en même temps, un peu comme on pourrait l'avoir avec les poules. Je pense que maintenant, une fois qu'on aura fini Abzu, je laisserai un petit peu les poissons de côté. On passera un peu sur les poules. Je sais pas sur quel jeu. Je pensais à Shelter peut-être. Et donc au niveau de la vision plus généralement, on a tout le spectre à peu près chez les poissons. C'est-à-dire que les poissons qui vivent près du bord ont en général une vision de 4 couleurs. C'est-à-dire que nous, on a 3 couleurs. Donc, donc vous avez votre œil. À l'intérieur de l'œil, vous me dites si je l'ai déjà expliqué tout ça. À l'intérieur de l'œil, vous avez donc... Donc, on va avoir la rétine avec la fovea, c'est-à-dire la forvea. Donc, mais vous allez pas m'en mettre un bien. Voilà, la fovea. Donc, on va avoir des bâtonnets qui vont être dispersés un petit peu partout là. Les bâtonnets ne voient pas les couleurs, mais permettent la vision nocturne. Et les cônes vont être majoritairement situés là. Les cônes vont être rouge, vert, bleu. Ah oui, on a déjà parlé de ça. Et vont être localisés ici, en priorité. Ce qui est un truc assez... c'est un truc de même... Je sais pas si c'est tous les mammifères, mais... Par exemple, les oiseaux, c'est pas comme ça. Les cônes sont beaucoup plus répandus dans la cornée. Sur la rétine, pardon. Et donc, les poissons qui vivent proche de la surface, eux, voient 4 couleurs. Ils ont 4 cônes. En fait, en réalité, ils en ont 5. Ils ont le rouge, le bleu, le vert comme nous, et ils ont aussi l'ultraviolet. On a montré sur certains poissons
qui se reconnaissaient justement parce qu'ils ont des masques faciaux dans l'ultraviolet. C'est-à-dire que nous, quand on les voit, bah, ils sont orange, voilà. Bon, c'est des demoiselles orangées, je crois. Quand on les voit, bon, bah c'est cool, elles sont oranges, elles sont oranges. Et quand on les regarde au filtre UV, en fait, elles ont des masques extrêmement marqués. C'est pareil, je vais pouvoir vous montrer ça. Ouais, ça passe. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. J'étais pas loin. Voilà. Vous voyez, là, on voit la différence entre le poisson normal et le poisson avec son masque. Donc, ils ont des espèces de couleurs comme les peintures de guerre des tribus néo-zélandaises, des trucs comme ça. Et c'est grâce à ça qu'ils se reconnaissent dans l'ultraviolet. Donc, eux voient absolument tout spectre, l'ultraviolet, la totale. Ensuite, quand on va descendre un peu plus bas, le rouge va être arrêté. Viens faire un câlin, toi. Le rouge va être arrêté extrêmement vite. Hop là, salto. Je peux pas m'accrocher dessus. Ah. Donc, le rouge, la couleur rouge, comme c'est une longueur d'onde qui a très peu d'énergie, va être arrêtée quasiment tout de suite. Donc le rouge rentre pas, ce qui fait que dès qu'on commence à rentrer un petit peu dans la colonne d'eau, les poissons ne voient plus le rouge. Il n'y a plus d'intérêt parce que le rouge ne parvient pas jusque-là. Donc on va avoir des poissons qui vont être spécialisés sur le bleu, le vert, tout comme ça. Alors j'ai dit tout à l'heure, donc ils ont un quatrième cône, en réalité ils ont 5 cônes. Ils ont aussi un double cône, qui est un cône, on ne sait pas exactement à quoi il sert, on le retrouve aussi chez les oiseaux. Donc on suppose qu'à l'origine, tous les vertébrés possédaient cette série de cônes, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, ultraviolet et le double cône, et qu'ensuite on l'a perdu au fur et à mesure du temps de l'évolution. Et donc il possède ce double cône qui doit probablement aider à améliorer la distinction des couleurs et probablement aussi à la distinction des mouvements. Les tortues d'ailleurs possèdent également ce double cône. Elle est jolie. Ouais, donc ensuite quand on descend, eh bien forcément le rouge n'a plus d'intérêt, donc les poissons ne vont plus voir le rouge. Et c'est aussi pour ça, alors pour ça et d'autres raisons, mais c'est pour ça que les eaux de moyenne profondeur ont une teinte vert jaune. Et c'est simplement parce que la longueur d'onde rouge est arrêtée, donc au départ c'est très clair, ensuite ça devient plutôt jaune orangé, puis quand vous descendez ça devient vert, puisqu'à ce moment-là, toutes les longueurs d'onde jaunes qui sont proches du rouge ont été arrêtées, et quand vous descendez, bah, le vert va se faire arrêter aussi, il ne reste plus que le bleu. Donc c'est pour ça que la mer, quand elle est profonde, devient de plus en plus bleu foncé. Et en contrepartie, on se retrouve avec des animaux qui voient préférentiellement dans les couleurs bleues. Et ensuite, quand vous descendez, vous avez des poissons qui, eux, ne voient plus dans les... Enfin, qui n'ont même plus de couleur, de quoi que ce soit, donc fuck off, quoi. Donc à ce moment-là, eux vont quand même développer souvent de la bioluminescence, donc vont continuer à voir un petit peu dans le bleu. Et ce qui est marrant aussi, c'est que à ce moment-là, les poissons deviennent de plus en plus rouges, leur couleur physique. Simplement parce que personne voit le rouge, donc c'est un super camouflage. Un camouflage. Ah, c'est un super camouflage que d'être rouge, puisque personne voit le rouge. Sauf les poissons dont je parlais la dernière fois avec la bioluminescence, sauf le poisson, les Malacostéus, qui eux peuvent voir dans le rouge avec un dérivé de chlorophylle qui leur permet de voir dans le rouge. J'ai oublié de parler d'un poisson avec des yeux complètement tarés. Le poisson revenant. Monsieur voit, ou madame, voit par des gros globes oculaires dans des espèces de tonneaux à travers son crâne qui est translucide. Voilà. Et il peut le décaler de haut vers l'avant ou de l'avant vers le haut, mais la lumière elle arrive surtout vers le haut là-bas, donc... Où suis-je? Ah. Donc c'est plus intéressant pour eux de voir vers le haut, quoi. Pour repérer autant les proies que les autres individus. C'est intéressant de ce que ça veut dire aussi au niveau de la reconnaissance des objets, puisque quand vous êtes habitué à regarder par le haut, nous, on reconnaît beaucoup les objets vus de face. Alors que les poissons, les oiseaux, etc. ont besoin d'avoir des capacités de reconnaissance également vers le haut, et également de haut en bas, quoi. Donc on retrouve souvent chez ces animaux-là une très très bonne capacité de discrimination d'un stimulus sous tous les angles possibles. Les poissons, typiquement, ont montré des compétences absolument redoutables là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu as contre le système de fixation de lunettes de chiottes, Gauthier? Quel est le problème?
Oh mon dieu! Attendez, vérification. Vérification. Ils sont où? Un Calostellus. Ils sont où? Là-haut. Oh mon dieu, c'en est un. Ce que vous avez devant vous n'existe plus. Viens là. Vous avez un Bacalostéus. Ça, c'était les tout premiers. Ça fait partie du groupe des placodermes. Ah, mon dieu, qui sont beaux. Ça fait partie du groupe des placodermes. C'est les premiers poissons à mâchoire. En fait, c'est les premiers animaux à mâchoire qui ont existé. C'est-à-dire que par exemple les lamproies, etc., qui n'ont pas de mâchoire, sont des poissons qui sont séparés bien avant l'existence du Dunkleosteus qu'on voit ici. Et donc, si j'arrive à l'approcher, on va voir que sa tête en fait est recouverte de plaques d'armure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a encore des plaques d'armure complètes de tête de Dunkleosteus et tous les placodermes, enfin de plein de placodermes. On a encore ces éléments. L'arrière du corps, lui, n'a pas été conservé, mais l'avant, la tête en os, a été, elle, conservée. Ah mon dieu, qu'ils sont beaux. Non, non, mais non, je veux que tu t'accroches à lui. Tac. Donc voilà, là on a affaire à du poisson ultra préhistorique, ça doit être de l'époque du Dévonien, un machin comme ça. Oh mon dieu, il est pas content de m'avoir tué. Ah mais d'accord. Ah oui, il plaisante pas là. Ah non, mais c'est horrible. Ouais, c'est la première fois qu'on a un poisson qui attaque les autres dans ce jeu. Ok, comme ça, on ira voir ça. Ouais, donc et ça encore, c'est petit spécimen de Dunkleosteus. Hein. Parce que vous prenez Dunkleosteus terrelli. Est-ce qu'on a un comparatif avec les humains? Normalement, ça fait ça comme taille. Voire plus. Donc là, on a affaire à des bébés. Hein. Vous voyez, c'est une bestiole qui fait 10 mètres de long. Voilà. Et donc voilà, c'est les premiers grands prédateurs marins. C'est les premiers animaux à mâchoire. Donc si vous avez une mâchoire, eh bien, vous pouvez remercier ce poisson-là. C'est celui que j'ai déjà activé, ça, il me semble. Bah, je sais pas, écoute, vu que ça a l'air d'être des poissons de relative profondeur, peut-être des espèces que je connais pas. Il y a pas mal de poissons des profondeurs qui ont des yeux absolument immenses pour pouvoir justement capter... j'ai pas vu la vidéo d'Artibiologie de Joseph, donc je sais pas. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Aucune idée. En fait, au niveau sexualité, chez les poissons, on a à peu près tout. Mais souvent, on est quand même sur des fécondations externes. Qu'est-ce que c'est ça? What the... Un pliosaure. Oh my... Non, 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 lâche-moi cette merde, là, on s'en fout. Mais c'est peut-être, vu qu'il n'y a que des animaux préhistoriques, comme ça, c'est peut-être des animaux préhistoriques, du coup. Ces espèces d'espatons bizarres, là. Oh mon dieu. C'est tellement huge. Ah, c'est trop classe. Oh. Mais c'est... Ce truc, il a vraiment existé, sérieusement? C'est juste tellement nimp. Ah ouais, on doit être dans une zone, on a des nautiles, alors même s'ils existent aujourd'hui, ça reste des animaux qui sont quand même assez similaires aux versions préhistoriques. Ça aussi, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est, ça a l'air d'être un ancêtre de la sèche, ou alors c'est un truc qui existe que je connais pas. Que eux, ils existent encore. Young Pliosaur. Ah, c'est tellement classe. Je veux libérer autre chose. Je veux libérer autre chose. Je veux libérer un dragon. Où ça? Où ça? Où ça? Alors, bah, je sais pas, on va vérifier. Je connais pas. Hop. Comment t'écris ça?
Ah ouais, possible. Des amphibiens, des amphibiens, ouais. Ouais, c'est très possible. Oui, il y a les noms binominaux. En fait, il faudrait, si quelqu'un a le courage, on peut aller vérifier, il y a une page Wikipédia d'Abzu où il y a tous les noms. Mais il n'y a pas les photos. Donc bon, il faudrait revérifier systématiquement le nom avec la photo des animaux. Parce que là, déjà reconnaître les poissons comme ça, Zen, c'est pas forcément évident. Alors... Ça aussi, ça serait sympa de savoir ce que c'est. Oh mon dieu, me mange pas. Je vais faire des bisous. Je les sens un peu plus tendus quand je suis là. Je vais le laisser tranquille. Il y a des poissons qui sont pas câlins. Hein. C'est extrêmement déplorable. Je suis le premier à... Si, c'est un plésiosaure, si, bien sûr. Ah bah tiens, quand on parle du bisou... Oh là là, mes bisous puissance 1000. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai beaucoup d'affection pour vous, mais vous êtes de la merde, là. Non, non, viens là, toi. Si, c'est un plésiosaure, bien sûr. Enfin, je pense, parce que des fois, il y a des variations improbables, mais de ce que je connais des animaux préhistoriques, c'en est un. Ouais. Qui était la légende du monstre du Loch Ness. Une des légendes. Non, mais non, je veux libérer autre chose. Est-ce qu'on pourrait libérer le clown de la préhistoire? Ah ouais, des oiseaux. Ah, c'est génial. Ah bah tiens, ça a l'air d'être... J'ai pas bien vu, ça a l'air d'être une muraille. Et quelqu'un arriverait à déterminer ce que c'est, le truc rouge, là? Il est où? Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es coincé. T'es coincé, non? Viens faire le cas. Voilà, décoince-toi. Ah non, mais nager au milieu des plésiosaures et des Ankylosteus, quoi. C'est tellement énorme. Ah, il y en a un autre à activer là-bas, manifestement. Bah là, on a des murènes, typiquement. Oh non, mais plésiosaures au fond qui passent, quoi. Il y a un bunny. Il y a un lapin. C'est activé, ça? Ça va être activé. Est-ce qu'il est beau, ce jeu, bon sang? Ah bah c'est pour une tête de placoderme qu'ils ont voulu mettre. L'explosion du dévonien. Alors, si tu veux que je sorte de cette pièce, il y a intérêt d'avoir des trucs encore plus badass derrière. Hein. Parce que me faire sortir d'une pièce où il y a des Ankylosteus et des plésiosaures, pas moyen quoi. Ouais, les poissons lapins, c'est... Mais ils sont pas appelés bunny en anglais, ils sont appelés rabbitfish. Ça. Ah, de poissons collés l'un sur l'autre. J'aimerais bien revoir le truc rouge. Quelqu'un arriverait à identifier ce que c'est, ce truc rouge? Espèce de sèche bizarre là. Ah non, mais c'est tellement trop cool. J'aimerais bien voir le plésiosaure une dernière fois. Mais pas en dessin comme là-bas. Ouais, je reviens après, je vais chercher le plésiosaure. Pas les, parce qu'il y en a moins deux. Ah, il est là, il y a un truc rouge. Mais... D'accord, donc faut chercher un truc rouge qui en plus se téléporte, manifestement. Allez, on va les méditer un peu là, en attendant que le plésiosaure arrive de lui-même. Ah, des requins marteaux. Ah bah,
Parfait au niveau des yeux, what the fuck, le requin marteau. What? Bon, bah les plésiosaures, manifestement, ils sont partis mener leur vie. C'est quoi, Nomalocaris? C'est les trucs rouges? Nice. Ça vit toujours ou ça n'existe plus? J'ai jamais vu ça. Là-bas, plésiosaure! Vas-y, nage, gros, nage. Ouais, nage, attrape le coup. Dead, oh merde. C'est dommage, je t'ai aimé pendant le l'absent. Et ce machin avec les gros yeux là? Du coup. Oh! Comme tu mets les coups de queue, mais tu te prends pour qui là? Bon, allez, go. Et vous me suivez pas? Ah, des amphores préhistoriques qui datent du Dévonien. Ouh là, il y a une musique qui pue la fin là. Ça fait un peu penser à la musique de Jurassic Park. Cocostéus. Cocostéus. Si j'avais su que Cocostéus existait, j'aurais pris ça comme pseudo. Alors, normalement, je pense qu'on devrait comprendre quelque chose à l'histoire maintenant. Mais comme je discutais, j'ai jamais regardé les trucs. Je crois qu'il faut regarder les trucs pour comprendre l'histoire. Donc évidemment, on n'a absolument pas profité de la trame narrative du jeu. Et c'est votre faute. Oh oui. Ah bah oui, il y a des oiseaux. Je sais pas si on peut vraiment déterminer ce que c'est ça. Oh là là, les gros d'un Caloceus, please. Oh ah, c'est trop cool. Ah, c'est tellement fucking trop cool, quoi. Ça serait Cocostéus. Cocostéus. Ah, ça pourrait être une démarche à la... Ah ouais, qui serait pas le Dinkaloceus, qui serait une version plus petite. Ouais. Mais moi, ah ouais, ça pourrait très bien être ça, ouais, effectivement. Ouais, parce que les Dinkaloceus, ils sont très gros normalement. Qu'est-ce que ça se ressemble comme saleté? Ouais. Ça fait un peu penser à un truc à la... Ça ferait très Octodad. Putain, il faudrait que je fasse un truc sur Octodad. Vous connaissez le jeu Octodad? Ah ouais, ça serait énorme. Ah, il me faudrait que je rebosse sur les pieuvres pour faire ça, pour pouvoir causer pieuvres. Mais ça serait génial. Oh, je note, je dois l'avoir en plus, Octodad. Faut que je regarde dans ma bibliothèque Steam, mais je dois l'avoir. Mais il y a un autre jeu dans le genre d'Octodad qui a l'air trop cool où Gamesa il était en train d'y jouer hier, Snake Pass, où on doit jouer un serpent. Et tout est basé sur le déplacement du serpent pour se déplacer, c'est juste trop classe. Vachement sympa, de plus en plus de jeux sur les animaux là qui sortent. Je suis vachement impatient de voir arriver un jeu qui est en production depuis hyper longtemps sur Steam, dont le nom m'échappe. Comment il s'appelle ce jeu? What? Qu'est-ce que c'est ça?
On y va? Ouais, vas-y, gros. On met Abzu de côté. Ah ouais, c'est complètement gérable comme jeu. Me fous pas de merde sur mon ordinateur, hein. Mais combien t'as besoin d'ouvrir de putain de fenêtres, là? Mais d'accord, il change de truc à chaque... Je lance sous ton... Ah. You are in a situation to help an abandoned dog from the forest. Solve some interesting puzzles with the help of hidden clues. Click on the objects to interact. Good luck and have fun. A squirrel. You know what I like the most? No, I don't care. Ah, je pense que c'est une noisette. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la flèche? Y égale taureau. Taureau comme ici par exemple. Mais je n'ai pas l'autre motif. C'est quoi ça? C'est bélier, une connerie comme... Que ça serait bélier. Il y en a 3 donc il doit en manquer un. Non, on n'a pas assez d'infos pour avancer. Ah oui, il y a d'autres lieux. C'est pas très excitant. Ok, alors, donc, retournons sur Abzu. Ouais, il faudrait tenter Octodad et peut-être Snake Pass, ouais. Tu l'as acheté comme ça, Snake Pass, du coup, ou pas? Alors, pour ceux qui veulent localiser, Gomessa qui est sur le chat, c'est le gars qui filme les vidéos YouTube, que vous voyez dans une vidéo YouTube camouflé en table. C'est également lui qui passe l'éponge. Ah, je vais mettre le bêtisier de ce truc-là. Ça a été très très dur à filmer comme séquence, le coup de l'éponge. Je peux contrôler mon personnage ou... Il y a quoi là? Ah, je peux pas contrôler ce que je vois. Je peux pas orienter la caméra. Ah, c'est cool. Alors tiens, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont tourner autour et qui se demandent comment les poissons font pour réagir au quart de seconde quand je bouge dans un vent de poissons, même à contresens. Comment c'est possible qu'ils m'évitent tous? Des ichthyosaures, tu crois? Ah là? Ah ouais. Ouais, ça pourrait être une variété d'ichthyosaures. Ouais, jouable. Moi je dis jouable. Je dis jouable. Donc, comment font les poissons pour réagir comme ça? Eh bien simplement grâce à la ligne latérale. Tiens, un petit cours d'anatomie sur le fonctionnement de la ligne latérale. En fait, la ligne latérale, donc c'est un organe qu'ils ont sur le côté du corps qui démarre à peu près par ici et qui va jusqu'à la queue. Et en fait, ça se fait comme s'ils avaient une espèce de tube à l'intérieur de la peau, avec un liquide à l'intérieur. Et l'eau va venir appuyer sur le liquide et il y a des petits poils récepteurs à l'intérieur qui permettent de ressentir la pression. Donc en fait, c'est... on n'a rien qui ressemble en fait. C'est très difficile de faire la comparaison. Mais c'est ça. C'est une espèce de conduit de vide. Enfin, pas de vide parce qu'il y a du liquide dedans. Et c'est la pression dans ce conduit, c'est le mouvement de l'eau dans ce conduit qui permet aux poissons de ressentir exactement la pression à une rapidité absolument effarante. Donc tous les poissons qu'on a autour ressentent le mouvement immédiatement de tous les autres poissons qui sont dans les parages immédiats. C'est comme ça qu'ils arrivent à se faire éviter, enfin à s'éviter les uns les autres et à éviter les prédateurs.
Ce qui permet en plus d'être beaucoup plus réactif parce que les poissons qui sont sur les extérieurs, par exemple, vont pouvoir alerter plus rapidement ceux qui sont sur les intérieurs, etc. On sait qu'il y a des roulements de poissons qui vont se mettre plus ou moins à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a toute une espèce de hiérarchie dans la gestion des groupes. Souvent, on se rend compte que les poissons qui ont le plus faim, alors ça c'est plus dans les mouvements de groupe que dans les bancs comme ça, mais que les poissons qui ont le plus faim sont souvent vers l'avant parce qu'ils sont les plus actifs à la recherche de nourriture et les autres vont suivre. Il y a tout un tas de structures comme ça. Mais là, tout se fait grâce à la ligne latérale. C'est dingue parce qu'en fait, on se rend compte que grâce au fait de vivre dans l'eau, qui est donc un meilleur conducteur pour plein de choses, que ce soit les odeurs, que ce soit la pression hydraulique précisément, on se rend compte que les poissons ont plein de sens à distance, parce que finalement, la ligne latérale, ça équivaut à peu près à un sens de perception du toucher, un sens du toucher, mais à distance, en fait. Ils peuvent ressentir la pression de quelque chose qui est là, donc c'est comme si on les touchait, mais qu'on les touchait à 10, 15, 20, 30 cm de distance. En plus, on sait que la ligne latérale, elle permet de capter tout ce qui est la vibration basse, que ça, c'est pareil au niveau de l'audition. Quand vous êtes dans les fréquences les plus basses, l'eau, elle bouge aussi. C'est-à-dire que quand vous parlez, ça fait une onde qui se déplace dans l'air. Et quand vous faites du bruit dans l'eau, vous avez une onde qui se déplace, mais il y a aussi les molécules d'eau qui se déplacent. Enfin, il y a plusieurs trucs qui se déplacent, les particules se déplacent. Et donc, on se rend compte que la ligne latérale sert aussi en partie à capter les sons. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la vessie natatoire, qui est ce qui leur permet de gérer leur flottaison, mais aussi de communiquer d'un point de vue sonore et d'entendre. La vessie natatoire sert aussi à entendre, c'est quasiment leur oreille. Eh bien, a priori, la ligne latérale permet d'entendre les sons graves. C'est-à-dire pour eux, le sens du toucher et le sens du son sont probablement en partie mélangés. Ce qui est assez stupéfiant. Et puis on se retrouve avec, par exemple, le sens du goût chez les poissons-chats. Les poissons-chats vont pouvoir goûter quelque chose à distance. Parce que ils ont des papilles gustatives sur tout le corps. Quand nous, on a genre 10 000 papilles gustatives, ils en ont 250 000. Et il y a plein de sens comme ça que eux ont à distance, puis finalement on a la vision, l'audition à distance, et puis voilà. Alors qu'eux, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qu'ils peuvent capter à distance. L'odeur va beaucoup plus loin. L'odeur va beaucoup plus loin dans l'eau également. Et quand vous avez des poissons qui ont des odorats tellement fins, genre les lamproies marines, qu'elles peuvent sentir des trucs de l'ordre du picomol, c'est-à-dire vraiment des quantités minuscules d'odeur. Et par exemple, quand les larves sont en train de naître, ils faisaient ça les ichthyosaures. Je vais y venir sur les comportements de saut après, tiens. Oui, les lamproies marines, quand les larves sont en train d'éclore, peuvent sentir l'odeur des larves, alors que c'est un peu comme les saumons, c'est-à-dire que les larves naissent dans l'eau douce, alors que les lamproies marines sont en pleine mer. Et elles sentent les cours d'eau, la direction des cours d'eau, où sont les larves, juste à l'odeur que font les larves qui sont plusieurs milliers de kilomètres plus loin, quoi. C'est complètement hallucinant. Ça laisse imaginer aussi tout ce que peut donner la pollution olfactive, la pollution auditive, parce que finalement la pollution auditive va poser beaucoup de problèmes. Ça a été énormément étudié, ça, et on sait que le son, autant que l'odeur, que les effluves chimiques, parce que c'est pareil, l'odeur, le goût, les effluves chimiques, tout est mélangé dans l'eau, c'est le bordel. Et ça a des influences, mais hyper importantes sur les poissons. Le son peut être très très problématique. La pollution sonore peut vraiment complètement niquer toute la reproduction, les trucs comme ça, quoi. Donc les comportements de saut qu'on voit chez les poissons, on a du mal à déterminer exactement. Il y a plusieurs espèces qui sautent. Alors, chez les dauphins, manifestement, il y a une question de jeu. Ça a été soulevé chez les poissons, même si on n'a qu'une seule étude qui semble vraiment indiquer la présence de jeu chez les poissons, l'étude de Gordon Burkhardt. En fait, on n'en a qu'une. Le reste, c'est que des anecdotes qui ont été relevées également par Gordon Burkhardt dans son jeu Genesis of Animal Play, qui est une bible, en fait, pour tous les chercheurs, qui est la plus grosse recension sur le jeu chez les animaux. Je ne sais plus de quelle année c'est, ça doit avoir 4 ou 5 ans maintenant. Et dedans, il relève effectivement du saut, des comportements de saut qu'on a noté chez les poissons, mais il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer les comportements de saut. Vous pouvez avoir des raisons de manque d'oxygène dans l'eau. Par exemple, les poissons qui vivent dans les mangroves ou les trucs comme ça et qui peuvent respirer un peu à l'eau, un peu à l'air, peuvent sauter hors de l'eau pour récupérer un peu d'oxygène hors de l'eau. Vous avez aussi tous les comportements qui servent à enlever. Là récemment, il y a des vidéos qui sont sorties où on voit, je crois que c'est des saumons qui sautent hors de l'eau. Et le but, en fait, c'est de s'enlever tous les parasites qu'ils ont sur le corps. Donc il y a aussi souvent ça comme raison pour sauter. Le fait de se faire poursuivre par des prédateurs
aussi. Ou alors, chez les exocètes, chez les poissons volants, on a soulevé l'idée, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils volent en l'occurrence, hein, on a soulevé l'idée qu'il était possible que ce soit aussi pour aller plus vite. Parce que ils vont plus vite dans l'air que dans l'eau, ils vont plus vite en volant. D'ailleurs, chez les exocètes, vous avez deux grandes familles de... Enfin, pas que les exocètes, mais vous avez deux grandes familles de poissons volants. Vous avez les poissons volants qui ont 2 ailes et ceux qui ont 4 ailes. Et ceux qui ont 4 ailes, du coup, sont des grands planeurs. Oh! He's alive! Alive! Oh, des raimentas. J'ai vu que l'aquarium de Zika avait pêché des raimentas... avait récupéré des raimentas pêchés pour les mettre dans l'aquarium. Sachant que les raimentas, au niveau taille du corps, taille du cerveau, ça fait partie des poissons avec le plus gros cerveau qui existe, même si je l'avais expliqué, la taille n'a pas forcément de signification, mais on a un ratio. En fait, il existe, plus le nom français, mais une espèce de ratio qu'on donnait au départ où on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de proportionnalité entre la taille et le poids du corps et la taille du cerveau. Et que les petits animaux avaient un petit cerveau, les gros animaux avec un gros cerveau, et on pouvait tirer une espèce de diagonale comme ça, et à peu près tout le monde se situait aux alentours de ce truc-là. Et puis il y en avait qui dépassaient, par exemple, ils avaient un cerveau qui était beaucoup plus gros, ah oui, le coefficient d'encéphalisation, on appelait ça. Et le cerveau était beaucoup plus gros, et on se rend compte que c'est souvent des espèces genre les corvidés, genre les humains, genre les dauphins, etc. Donc on en avait déduit que c'était des trucs avec une grosse incidence sur l'intelligence. Alors ce truc-là n'a plus vraiment, à ma connaissance, de validité. Ah mais si je m'accroche, j'ai le nom en bas à droite, j'avais pas vu, j'ai la caméra devant. J'avais pas vu qu'il y a le nom qui s'affiche quand on s'agrippe. Du coup, si on revient en arrière du stream, on devrait savoir ce que c'est le truc qui est pas un Pachylosteus avec placoderme de tout à l'heure. Comme il trace le grand blanc. Qu'est-ce que je suis en train de raconter du coup? Ah oui, sur l'histoire des cerveaux. Ah merde. Ah, on casse tout. Oh, des poissons gris. Ça va devenir des poissons en couleur. Je vais casser cette malédiction. Bim! Et donc ouais, en fait, ce coefficient d'encéphalisation, même s'il donne quelques indications, il marche pour certaines espèces, mais il marche certainement pas pour toutes. Mais surtout, effectivement, c'est intéressant de réaliser que les raimentas, donc ce qui est en train de sortir là-bas, sont des poissons dotés de très très gros cerveaux, déjà pour des poissons, mais même d'une manière générale, et en plus, les expériences qui ont été faites dessus, a priori, ça fait partie des... on a une étude qui va dans le sens que Mantabiostris, ils mettent pas... Ah bah là, ils l'écrivent pas. Ah si, vraiment, ils mettent pas de nom scientifique. Ah, le requin, il est jaloux. A priori, ça fait partie des animaux qui répondraient au test du miroir. Alors j'avais dit que je ferais un truc sur le test du miroir, je sais pas si je le ferai vraiment, parce que ça demande beaucoup de boulot, j'ai pas trop le temps. En gros, le test du miroir, c'est un test qui est très problématique pour pas mal de raisons. La première raison du problème du test du miroir, c'est que le test du miroir est valable pour les espèces visuelles. Mais les espèces à dominante olfactive, typiquement les chiens par exemple, n'en ont absolument rien à carrer, ça n'a aucune importance. Les cochons par exemple, quand on les teste directement sur le test du miroir, le fail bien grassement. Alors comment fonctionne le test du miroir de base? Le test du miroir par défaut, vous prenez un individu, d'abord vous faites un autogramme, c'est-à-dire vous faites un schéma, enfin une espèce de tableau, où vous mettez tous ces comportements normaux. Ensuite, vous mettez les comportements que vous vous attendez à voir si jamais il se reconnaît dans le miroir. Ensuite, vous prenez l'individu, vous l'endormez, vous lui dessinez une tâche, un endroit qu'il ne peut pas voir tout seul. C'est-à-dire, souvent, c'est une croix sur le front ou sur la tempe. Et ensuite, vous le mettez face au miroir quand il se réveille. Et est-ce qu'il va essayer d'enlever la tâche sur lui ou sur le miroir? Ou est-ce qu'il va avoir des gestes autocentrés, c'est-à-dire essayer de regarder l'intérieur de sa bouche, ce genre de choses. Alors, le problème de ça, il y en a plein. Par exemple, ils l'ont fait sur les fourmis. Alors cette étude a été pas mal discréditée pour des raisons qui sont discutables, je trouve, par Gordon Gallup, qui est le mec qui a inventé... En fait, Gallup, il a fait une espèce de méta-analyse de tous les tests du miroir qui ont été faits pour quasiment tous les rejeter, pour des raisons qui sont ultra discutables. En l'occurrence, ça sent le mec qui aime pas qu'on utilise son test. Mais par exemple, il y a un truc qui a été fait pour les fourmis et qu'on pourrait soulever pour à peu près toutes les espèces, c'est est-ce qu'il pourrait pas y avoir une question de sensation physique? On le ressent.
est-ce qu'il pourrait pas y avoir une question d'odeur? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un tas de trucs comme ça? Et puis tous les animaux, comme les cochons par exemple, dont les pelages ont des taches et qui n'ont jamais vu leur pelage à l'origine. Comment ils peuvent savoir que cette tache, elle faisait pas partie de leur pelage à la base? Même si normalement on les laisse s'habituer au miroir, etc. Euh, Ça se trouve, hein, puis est-ce qu'on est sur des animaux qui ont quelque chose à foutre d'avoir une tache? Quand on a fait des tests détournés où ils devaient utiliser des miroirs pour se diriger, on a des cochons qui là cette fois-ci ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Pas tous, etc. Mais c'est pareil d'ailleurs, il faut savoir qu'on dit oui, les gorilles réussissent le test du miroir. Mais en réalité, sur tous les gorilles qui ont été testés, il y en a très peu qui l'ont réussi. Pareil chez les éléphants, pareil chez tous les animaux qui ont été testés. Et chez les gorilles en plus, je crois que c'est Coco, me semble-t-il, la défunte Coco, qui est morte récemment. Puisque les gorilles, en fait, c'est péché de regarder dans les yeux. Quand vous êtes dans une société de gorilles, vous regardez pas les autres dans les yeux, sinon vous allez vous faire défoncer la gueule. Donc ils vont pas regarder le miroir, ils vont le fuir du regard. Et voilà encore une faille du test du miroir, c'est que si une espèce dans son mode de vie normal ne doit pas regarder les autres pour éviter les conflits, bah elle le réussira pas. En plus, vous avez des capacités différentes d'un individu à l'autre. Je me fais engueuler par le chat. Elle veut rentrer depuis un quart d'heure. Oui, okay. Donc vous avez ça, vous allez avoir le problème de la peur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui le ratent parce que le miroir leur fait peur. Jamais ils passent la phase où ils s'y habituent. Ça ne marche pas, ils s'y habituent jamais. Donc vous avez les animaux qui ne sont pas visuels, qui sont purement olfactifs. Vous avez tous les faux positifs et faux négatifs que ça peut poser. En fait, il y a des orques. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font que ça donne une indication, mais il y a un nombre de risques de faux négatifs et de faux positifs qui est tellement énorme que c'est un test qui n'a pas une très très grande valeur honnêtement. C'est pour ça finalement qu'on le fait pas tant que ça sur beaucoup d'espèces. Les tests de métacognition sont nettement plus intéressants pour ça. Pour les tests de métacognition, c'est tester si un animal a conscience de ce qu'il sait ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de demander de l'information si on le met devant une question et qu'il n'a pas suffisamment de sources pour pouvoir répondre, ce genre de choses-là. Là, les tests sur la métacognition sont vachement plus intéressants. Ça serait sympa qu'ils le fassent sur les... J'aimerais bien voir le résultat sur les labres nettoyeurs. Parce qu'à mon avis, les labres nettoyeurs font partie des poissons qui pourraient le réussir. Parce que dans leur mode de vie, c'est important d'évaluer les connaissances qu'ils ont sur les autres poissons, s'ils ne connaissent pas, pour savoir s'ils doivent prendre des risques, pas prendre des risques, ils peuvent tricher, pas tricher, etc. Donc ça serait très intéressant d'aller voir du côté des labres nettoyeurs. Personne ne l'a fait encore. J'avais soulevé l'idée à Balcon, Jonathan Balcon, qui est éthologue, je sais pas si... Mais voilà, puis il y avait d'autres raisons, j'en sais pas exactement, j'avais fait... Tu veux pas plonger? Bah plonge. A priori, il y a un mur invisible ici. Donc ouais, j'avais fait une grande liste de tous les... Mince, je regardais plus, j'ai fait demi-tour. Ouais, j'ai fait demi-tour. Ouais, j'avais fait une liste de tout ce qui posait problème sur le test du miroir. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ce test... Ah, mais j'ai pas le droit d'y aller en fait. D'accord. Donc oui, tout ça pour dire test du miroir, problématique, tout ça. Pas très fiable. Mais il donne des indications intéressantes. Quand on voit sur les raimentas, que les raimentas regardent leur corps, semblent regarder leur ventre, ont des comportements qui ne sont pas sociaux. Il y a eu un gros débat derrière le test du miroir chez les... Oui, il y a eu un débat sur ce test du miroir, parce qu'il y en a qui ont dit que en fait, c'est des comportements sociaux, etc., alors qu'a priori, c'est pas le cas. Manifestement, quand même... Ah, puis, Ciliari, qui a fait ses études, ne conclut pas du tout au fait que... les raimentas, les chercheurs sont toujours très prudents, quoi, qu'elles ont conscience d'elles-mêmes ou quoi que ce soit. Elles concluent juste que manifestement, elles ont des comportements qui semblent indiquer qu'elles se reconnaissent dans le miroir. En même temps, elles ont... tous les comportements qui étaient attendus sont arrivés et n'arrivent qu'en présence du miroir. Donc bon. Ah, c'est un... Comment ça s'appelle ça? C'est un bullhead ou un... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le fameux poisson où il y a... Un japonais, chaque année, il y a un poisson qui vient lui rendre visite, où il y a des images toutes mignonnes où on se fait des terrains. Ah oui, j'avais parlé tout à l'heure du jeu où il y avait un chien qui était abandonné, j'ai plus le nom. Mais en fait, c'est un jeu qui est en conception où, en gros, vous êtes un chien, votre humain vous attache à la sortie d'un magasin, il va dans le magasin, et puis il revient jamais. Et du coup, c'est à vous d'essayer, en tant que chien, de trouver votre place au milieu d'une grande ville humaine,
de faire vos relations hiérarchiques avec les autres chiens, de trouver à manger, décider si vous allez voler votre nourriture, si vous allez plutôt mendier. Ça a l'air trop classe, quoi. Et, parce que en plus, ça permettrait vraiment, si c'est bien fait, s'il y a une volonté de sensibilisation derrière, ça permettrait vraiment de montrer ce que ça produit. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait vraiment une phase longue d'habituation à l'humain pour que les gens se rendent compte de la perte, de la violence du truc. Après, on pourra jamais se rendre compte de la violence exacte que c'est pour un de chien, parce que nous, on peut relativiser en partie, et surtout, nous, on n'est pas dépendant d'un seul individu. Les chiens vont être ultra dépendants de leur humain, et la perte d'un humain, c'est la perte d'une divinité, techniquement, quasiment ça, quoi. C'est celui qui vous nourrit, c'est celui qui vous protège, c'est celui qui fait tout. C'est une perte qui est gravissime. Et qui doit provoquer une détresse qu'on peut pas imaginer, mais c'est vrai que s'ils arrivaient à, ne serait-ce que... Est-ce qu'il faut que je m'accroche à un poisson qui saute? Ou au requin? Le requin va sauter. Non, il va pas l'air de vouloir sauter. Prendre l'élan, non, je prends pas d'élan. Bon, bah ça a marché en tout cas. Ah bon, il l'est pas? Pourquoi il l'est pas? Oh là là, mais il y a des bisous qui se perdent là. Y'a la calmar. C'est pas trop de la base spéciaux quand même. Et là, ce coup-ci, il se déplace dans le bon sens. Sortie. C'est moi ou ça donne la sensation d'être à la fin du jeu depuis au moins une demi-heure. Hein. Mais vraiment, je le kiffe très très fort ce jeu. Quoi. Oh, oh merde. Oh là 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 là. Ok, ok. Ok. Ouais, mais c'est pas grave, là, comme il en envoie. Comme il envoie du lourd, le jeu. Non, mais plonge, tu... Et quoi, le truc, je viens de faire une énorme explosion? Putain, c'est les baleines qui plongent. Ah, c'est tellement huge. Vous l'avez vu la vidéo de... Il y a une vidéo qui est sortie il y a l'année dernière, je crois, de plongeur où il y a une baleine qui... Non, il est sur un canoë-kayak et il y a une baleine qui plonge juste devant lui. Elle est tellement impressionnante cette image. C'est celle-là. Ah, vache. Le truc, quoi. Cette espèce de grosse quenelle. Elle rentre. Les poissons, clipping, là on passe pas à travers les murs s'il vous plaît, merci. Ah, on arrive proche de la fin. Il faut que je pète tout. Tiens, je vais peut-être pas tous les casser quand même. On va dire que non. Hein. Tiens, 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 coup de tête, coup de tête. D'accord. J'ai l'impression d'être les gamins devant les bornes d'arcade, tu sais, où qui jouent et c'est marqué insert coin à l'écran. Ça fait un quart d'heure que je joue, en fait, le truc il joue tout seul. Niveau 2. Oui, niveau 2. Ah, je n'ai toujours pas le droit de jouer. Très bien, je joue.
C'est vachement bien d'avoir un jeu qui met en valeur le monde sous-marin comme ça. Ça serait bien, bon, c'est beaucoup demandé, mais qu'on puisse observer des comportements de poissons aussi. Ce que j'expliquais sur les poissons électriques, ce que j'expliquais sur la chasse du mérou et de la murène, des trucs comme ça, on les on est des vrais comportements. Des comportements sociaux, genre on pourrait regarder des poissons en train d'aller chercher à manger à un endroit, puis aller se cacher dans leur terrier. Ce serait super classe de faire ça, quoi. Un jeu d'observation pour apprendre des choses juste en se baladant avec une structure comme Abzu qui est super, puis très poétique, quoi. Hippocampe! Il y a un hippocampe. Les hippocampes. Il y a un truc qui m'a fait exploser le cerveau, parce que j'y avais jamais pensé. Les hippocampes, c'est des poissons. C'est des poissons, les hippocampes. T'as pas la forme. Je m'étais jamais interrogé là-dessus, puis à un moment je me dis, mais attends, en fait, c'est quoi les hippocampes? C'est des putains de poissons, quoi. Ah, mais je suis vivant. Oh, je suis copain avec le grand blanc. Viens là, Carcarodon. On voit bien de toute façon qu'ils ont un grand sourire, les grands blancs comme ça. Fondamentalement sympa. C'est intéressant les marques qu'il a sur lui, même si bizarrement on dirait des marques de griffure. Il n'y a pas beaucoup de poissons qui griffent. Mais en fait, les élasmobranches, donc requins, raies, tout ça, on n'a pas réussi à mettre à jour l'existence des fibres nerveuses. J'ai oublié d'en parler quand je parlais de la douleur. Des fibres nerveuses de type C, c'est-à-dire qu'il est probable qu'ils soient à un certain niveau relativement, ouais, on dirait vraiment des traces de griffure, hein, qui sont relativement insensibles à la douleur en fait. Les requins, ils ont des comportements sexuels qui sont hyper violents, genre ils se mordent pendant la reproduction et leur cicatrisation est assez longue. Ce qui irait dans ce sens-là, contrairement à des poissons, par exemple comme le poisson rouge, où manifestement ils ont vraiment beaucoup de fibres nerveuses de type C, enfin c'est assez similaire à ce qu'on trouve chez les mammifères. Après, il n'y a qu'une étude qui va dans ce sens-là, qui est rarement réemployée dans les méta-analyses. Alors je ne sais pas s'il y a un problème avec cette étude, mais ouais, il est possible que les requins, les raies, etc. soient peu sensibles à la douleur. De toute façon, il y a des travaux, on montre bien qu'il y a une différence quand même entre les truites et les poissons rouges. Donc il doit y avoir des grosses variations d'un poisson à l'autre. Je crois que c'est des balistes qu'on a vu passer là. Ils sont où? Ah mais je peux pas gérer l'écran. Je sais pas ce que c'est ce truc noir et rouge, c'est rigolo. Les balistes, si je me trompe pas de poisson. Non, je me trompe pas de poisson. Les balistes, en fait, c'est des poissons qui utilisent l'eau comme un outil, c'est-à-dire elles mangent des oursins, et des oursins qui sont pas protégés dessous, donc ils restent sur le sol avec tous leurs piquants. Et en fait, elles les prennent par les piquants, elles coupent des premiers piquants pour pouvoir l'attraper, elles l'attrapent, elles le montent jusqu'à la surface, ensuite elles le lâchent, et pendant qu'il redescend, elles passent dessous et elles le mangent. Ou alors on les observait en train de souffler aussi, utiliser l'eau crachée de l'eau pour les basculer. Après, il y a plein d'utilisations différentes d'outils chez les poissons, c'est vrai, en fait, j'aurais pu faire une vidéo là-dessus. Il faudra un autre jeu de plongée, alors pour continuer. Mais on changera peut-être de sujet de poissons, parce qu'il y a beaucoup de trucs sur les poissons. Je viens de répertorier toutes les conférences que j'ai fait depuis 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, j'en ai fait 15, et sur les 15, il y en a 10 sur les poissons, peut-être même plus, quoi. Donc voilà, on va peut-être passer à un autre sujet. Je pense que tout le monde ici doit se dire, oui, bon, c'est bon, j'ai déjà entendu ailleurs, ça. Ça va être un peu redondant à la longue. Mais j'ai une tripotée de trucs sur les poules aussi, puis je vais commencer à préparer une conférence sur les abeilles, donc j'aurai une tripotée de trucs sur les abeilles aussi. Et j'ai des conférences généralistes qu'on m'a demandé, donc j'aurai des trucs plus généralistes, mais qui arriveront un peu plus tard. Et puis voilà. Donc bon, on va arrêter. Ah mais je suis en bas, ça y est, je viens de me trouver. Donc, bah, je vais arrêter ici. J'ai pas encore fait le planning, parce que là je suis vraiment super chargé de trucs. Mais jeudi, il y aura à nouveau un live sur Sea of Thieves, probablement avec Gomesia qui viendra faire le pilote de bateau, qui va sûrement ressembler à celui de la semaine dernière. C'est-à-dire, je prévois rien. Si vous avez envie de poser des questions sur plein de sujets, eh bien, posez des questions sur tous ces sujets, ça très bien, tant mieux. Sinon, ça va être du troll du jeu, comme on a fait la dernière fois.
Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est, je pense, probablement le live qui parle le plus en vrille de tous les lives. Et puis bah, vendredi, finalement, on va faire Termitia vendredi, puisqu'on n'a pas pu le faire vendredi dernier, vu qu'il y a eu un orage complètement démentiel. J'ai jamais vu ça dans dans le village, il y a eu des arbres couchés, la folie, quoi. Donc voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Vous avez bien aimé le jeu. C'est la fin d'Abzu, donc j'essaierai de trouver d'autres jeux maintenant pour le lundi. J'hésite avec Shelter, mais on va voir. Octodad, ça peut être une bonne idée. Il peut y avoir d'autres jeux qui peuvent être des bonnes idées. Donc on verra. Des jeux pas trop prises de tête. Certes oui, quoi donc? Je vais ouvrir au chat, puisque... Ah, cool. Tant mieux, très bien. Moi aussi, ça m'a bien plu. J'ai bien aimé ce passage Abzu. Là, les deux lives d'Abzu... Oh, il y a une baleine derrière. Les deux lives d'Abzu m'ont bien plu. Ce jeu est vraiment super beau. Puis c'est bien parce que c'est bien dans le thème. Ça permet de parler des poissons. Ce que je ferais, j'essaierais peut-être de parler des poules sur Sea of Thieves, parce qu'il y a des poules qui vivent sur des îles. Et il y a une observation absolument fascinante de 1969 sur une île au nord-est de l'Australie qui s'appelle Northwest Island. Je sais pas. Et qui est super classe sur justement des poules qui vivent sauvages sur une île. Et ils expliquent toute la hiérarchie de ces poules, comment ça se passe. Donc voilà, c'est quelqu'un des jeux de poules qui sont bien. Mais ouais, pour l'instant, je vais. N'hésitez pas si vous avez des idées de jeux qui peuvent être bien, des jeux mais comme Abzu, quoi, des trucs qui prennent pas trop la tête, parce que des fois, pas les trucs un peu techniques, ça devient le bordel s'il faut être trop concentré. Donc plus des jeux un peu débiles. Ou des jeux très narratifs tout seul, comme Abzu. Mais donc voilà, je vais chercher un peu des jeux pour changer le lundi. Donc le lundi, ça restera le lundi, c'est éthologie. Et puis voilà, jeudi c'est chill et le vendredi Serious Game. Pour l'instant, on garde ce rythme. Et puis je vous retrouve jeudi pour foutre la merde sur Sea of Thieves. Il y aura probablement un nouvel événement. Et la semaine suivante, en plus, sur Sea of Thieves, il va y avoir une grosse mise à jour avec, a priori, des bateaux fantômes, des Hollandais volants, tout comme ça. Un jeu swimming pool. Non, Très bien. Validé. Jeu swimming pool validé. Très bien. Ok, bon, bah je vous bisouille tous, les amis. Merci d'être venus. Et puis, non, ne sors pas. Tu peux t'auto-laisser. Et puis, bah, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être venus. Et puis, on se retrouve avec plein de plaisir, plein de trolls. Et je serai un peu mieux réveillé parce que là, j'ai dormi que 4 heures cette nuit. Vendredi pour la patate et on va foutre la merde sur Sea of Thieves. Voilà. Et bah, passez une bonne soirée à tous. Et puis à bientôt.